Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la version longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, je reçois Karine Landerman, directrice générale de la Maison Le Pailleur, située à Châteauguay. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la Maison Le Pailleur, c'est en fait une maison ancestrale, patrimoniale, qui sert de musée, évidemment pour des trucs historiques, pour l'histoire de la région, mais aussi qui sert de place pour exposer de l'art. Et d'ailleurs, Karine est une artiste, elle a un parcours d'artiste, elle a étudié là-dedans en art visuel. Fait qu'on revient un peu là-dessus, évidemment, une grosse partie est sur la COVID et comment elle a dû gérer, elle et les musées en général, tout le confinement et essayer de réinventer en fait l'offre muséale de façon virtuelle. Alors, on est revenu là-dessus, on a beaucoup parlé sur l'art, l'éducation aussi, vraiment une discussion très, très intéressante. Alors, je vous souhaite une bonne émission. Karine Landerman, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vraiment un plaisir. C'est toujours le fun de te jaser. J'avais fait, c'était mon ancienne émission Capital Humain. Je pense qu'on avait fait une émission, puis à chaque fois, c'est ça. Je réinvite pas mal ce monde-là parce que j'étais derrière la caméra puis je fais pas comme jaser. On jasait avant et après. Fait que finalement, je me suis dit, tant qu'à perdre tout ce temps-là, on va le faire en émission. Une super bonne idée. Mais on va commencer avec la question de l'heure depuis une année. Comment ça va? Ça va. Ça va comme ça peut. Non, mais je veux dire, je pense qu'on réussit tous, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, là, on réussit tous à tirer notre épingle du jeu, à essayer de voir dans la situation actuelle du positif, là, parce que autrement, c'est vraiment hautement démoralisant. Mais c'est sûr que c'est pas facile, là. On en parlait tout à l'heure. On s'attendait pas nécessairement de notre vie à vivre une crise comme celle-là qui s'apparente à des temps de guerre, là. C'est un peu ça qu'on vit, là. On se retrouve limité dans notre liberté individuelle pour le bien collectif. C'est bien correct. S'il y a bien quelqu'un qui est favorable à ça, c'est moi, parce que je crois vraiment grandement à l'oubli un peu de l'individu au profit de la collectivité. Mais ça a un poids quand même. Mais ça a un poids, ça a un gros poids. Puis, tu sais, on se mentira pas, le fait de travailler en milieu culturel, en muséologie particulièrement, la dernière année, elle a été éprouvante. Ouais. À bien des égards. Ça s'est passé comment, justement? Mettons, là, c'était le 13 mars passé. Là, comme... au musée, là, nous, on a fait un super événement le 8 mars, donc 2020, OK? C'est drôle parce que c'est l'événement qui a comme à la fois lancé notre saison puis clos, évidemment, l'année 2020 pratiquement. Là. C'était pour la Journée internationale des femmes. C'était un super bel événement en collaboration avec la Ressource à Châteauguay. Okay. On avait une super exposition avec des artistes qui s'étaient penchés sur la femme, le statut de la femme dans le milieu professionnel, ses droits, tu sais, tout le mouvement MeToo. Post-MeToo. Oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment là, d'actualité, mais en même temps largement campé dans la thématique historique parce qu'on faisait aussi tout un retour sur l'histoire du statut de la femme. Ce qui est exactement à la Maison Le Pailleur. L'art et l'histoire. Oui, exactement. Mais fait que c'était des œuvres d'art, dans le fond. C'est ça, juste pour avoir une idée. Oui, c'était des artistes, hommes et femmes. Hein, on était inclusifs des genres qui avaient envie de parler d'histoire de la femme. Ça pouvait être d'un point de vue super personnel, un témoignage en lien avec la maternité ou le rapport à la maternité pour un homme avec sa mère, par exemple. Et ça pouvait aller jusqu'à des témoignages assez déstabilisants là, d'abus, de harcèlement. Puis, on a fait ça avec la ressource. Fait qu'on avait même des femmes de la ressource qui sont donc dans des situations critiques de violence. C'est une maison, en fait, d'hébergement, d'aide d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. Voilà. Alors, c'est ça. Fait que c'était en collaboration. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait ce thème-là aussi qui était là. Oui, puis tu sais, la vente, il y avait un pourcentage de la vente des œuvres qui était remis à l'organisme La Ressource. Puis tant qu'à faire, parce que moi, tu sais, quand on établit des partenariats au musée, on aime ça
dépasser le lien artificiel, tu sais, de dire, ben pas que ça minimise pas le fait de donner un pourcentage de la vente des œuvres à l'organisme, mais ça reste quand même un lien assez en apparence et superficiel. Fait que moi, j'avais envie de dire à la ressource, ben, tu sais, vos femmes qui sont là actuellement, qui ont peut-être besoin de vivre un espèce de processus thérapeutique à travers l'art, ben, pourquoi pas les inviter à faire une œuvre qui va être exposée dans l'exposition. Fait que, tu sais, c'était vraiment une expo super chouette, là, qui couvrait un spectre ultra large en termes social, historique. C'était vraiment chouette. Et ça, c'est le 8. Ça, c'était le 8. Le 8. Puis même pas une semaine après, on annonçait la fermeture. Alors, c'était un peu déstabilisant parce qu'on était sur une lancée vraiment chouette. Et puis là, on s'est retrouvés à fermer. Évidemment, là, de l'équipe, il y a des gens qui ont délibérément demandé, évidemment, d'être sur le chômage parce qu'ils ne pouvaient pas assumer de faire du télétravail à temps partiel. Il y a plein d'enjeux qui ont ressorti au niveau des ressources humaines, qui nous ont comme poussé à travailler en équipe réduite, surtout à distance. Mais en même temps, il y avait une certaine motivation à dire, on va faire les choses autrement. Tu sais, comment, dans des circonstances comme celle-là, puis tu sais, c'est... Le fameux « on se réinvente ». Oui, le fameux terme qu'on a tant entendu. Surtout en culture, beaucoup. Beaucoup en culture, mais parce qu'on fait ça constamment. C'est ça. On n'a pas attendu la pandémie pour le faire, on le fait constamment, mais c'est sûr que là, il y avait comme une situation externe au secteur de la culture, en fait, qui nous est imposée à tous les secteurs. Qui nous a forcé à se dire, justement, on se réinvente quotidiennement, pratiquement. Comment là, avec un défi de si grande taille, on peut faire encore du nouveau puis encore mieux. Tu sais, c'était un peu ça l'objectif. Mais en même temps, tu sais, parce qu'on est dans un milieu en culture assez créatif, comme en communication aussi, d'ailleurs. Là, je suis inclusive de tous les secteurs culturels. Je pense que ce qu'on s'est dit, c'est c'est un défi. Tu sais, c'est pas juste... c'est ça. C'est pas juste une calamité qui nous est imposée. C'est un défi. Fait que comment on peut relever ce défi-là? Fait qu'au début, c'était ultra motivant parce qu'on s'est dit, on va tenter de maintenir un lien avec notre communauté, mais d'une autre façon. Puis, tu sais, le train du numérique, là, en muséologie de région, il est passé, puis on l'a comme pas vraiment pris. Tu sais, je vais être honnête, là. En Montérégie, je pense que beaucoup de mes collègues seraient du même avis que moi. On n'est pas tous au même niveau, là. Mais moi, je connais bien le secteur de la muséologie en Montérégie, puis même le secteur culturel. Puis je te dirais que au niveau numérique, à moins d'être une entreprise culturelle numérique, on a comme un peu manqué le train quand il est passé. Puis il y a du rattrapage à faire. Fait qu'on s'est dit, parce qu'il y a des coûts aussi. Il y avait des coûts. Puis en même temps, tu dis, le musée, tu sais, il y a beaucoup le fait d'aller voir sur place, tu sais. Fait qu'il y a peut-être ça aussi, qu'il n'y a pas l'espèce de déclencheur de... Il faut aller là-dessus parce que, tu sais, je sais pas. Je pense, non, mais tu as raison. C'est-à-dire que l'expérientiel sur place, il ne sera jamais transposable en numérique. Il faut que le numérique vienne ajouter autre chose. Ça ne peut pas être juste la transposition ça ne peut pas être juste un mode palliatif. Il faut que ce soit autre chose, complémentaire. Tu sais, j'en parlais avec des collègues, un spectacle qui a été scénarisé, pensé pour la scène. Il peut être transposé en numérique, mais ça reste un spectacle qui a été scénarisé pour la scène. Donc, ça prend un spectacle scénarisé pour le numérique pour que ça devienne autre chose. Mais en muséologie, c'est la même chose. Mais je fais une petite... Parce que ça me pop quelque chose. Parce que moi, il y a un spectacle, c'est John C., un Islandais. Il était venu... Je l'ai vu, à la fin du spectacle, je pleurais littéralement par la force de tout ça. Puis là, quand il a sorti le DVD, j'avais hâte de le montrer aux gens. La dernière chanson, il y a quelque chose, puis ça passait pas à la caméra comme ce que... Tu sais, oui, c'est beau, la musique, mais tu ressentais pas l'espèce d'énergie qui s'est passée dans la salle, que tout le monde est fini en larmes parce qu'il y avait quelque chose de plus gros, tu sais. Fait que c'est exactement ça que tu disais. Là, oui, puis tu sais, on l'a vu, là, il y a beaucoup de compagnies, puis tu sais, ça enlève rien au travail qui s'est fait. Là. Non, mais il y a beaucoup de
compagnies théâtrales qui nous ont offert, puis c'est tant mieux parce qu'on a encore grandement besoin de se divertir à distance. Là. Ouais. Les théâtres sont pas réouverts, les salles de spectacle. Fait que je pense que d'avoir la possibilité de consommer cette culture-là d'art vivant par le médium numérique, c'est le fun, mais c'est pas comme être là sur place avec les artistes, à moins, comme je le disais, que le produit culturel d'art vivant a été réfléchi à travers toutes les possibilités qu'offre le numérique puis a été pensé spécifiquement pour ça. Ouais. Autrement, si c'est juste une transposition, il y a trop d'éléments, il y a trop de variables qui sont pas perceptibles à l'écran. Il y a tu sais, tout le sensoriel, toute la dynamique d'une masse humaine, tu sais, d'un groupe qui vit quelque chose qui bat au même rythme. Tu l'as pas dans ton salon tout seul. Il n'y a rien qui égale ça. Fait que je pense que tout ça pour dire que ça revient au... Je pense qu'il y aura beaucoup de parenthèses. Je pense que oui. Il y a de fortes chances. Mais on s'est donc dit, au début de la pandémie, bon, OK, on se retrousse les manches, puis voilà une occasion d'augmenter notre présence virtuellement, puis de créer quelque chose de nouveau, du nouveau développement de contenu pour garder un lien avec notre communauté. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à la réouverture qui était au début juillet, où là, on a annoncé donc qu'on pouvait réouvrir avec évidemment toutes les mesures en place. Ouais. Et de nombreuses restrictions dans des espaces aussi petits qu'un musée comme le nôtre. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas, tout petit. Là. Ça peut vite se croiser là-dedans. Écoute, nous, on négocie avec une bulle à la fois, là, une bulle familiale à la fois. On ne peut pas recevoir 2-3 adresses au même moment. Mais est-ce que vous avez fonctionné? Parce que la plupart des musées où on entendait, ça marchait. Dans le fond, tu réservais ta plage horaire. On n'a pas de système de rodation à distance, là. Mais nous, par téléphone, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de gens qui viennent au musée pour profiter des espaces extérieurs, pique-niquer et tout ça. Puis ça, c'était sans réservation. Ouais. Pour les visites au musée, ça se faisait très bien par téléphone, inbox, messenger. Les gens réservaient, puis nous, on a un calendrier, puis on s'assurait là, de calculer 1 heure par visite avec un battement de 30 minutes pour pas que les gens se croisent. Mais ça s'est super bien fait. Puis on a en collaboration avec Art et Bruit, que tu connais certainement. Ouais, là. Ils ont fait un festival déjà. Oui, c'est ça. À Châteauguay, c'est ça. Exactement. Ben, ils ont fait un symposium. Dans le fond, ils nous ont approchés pour venir au musée, tenir leur symposium, puis écoute, ça devait être en juin, juillet, on repoussait, puis finalement, il y a eu lieu en août, puis tu sais, l'équipe d'Art et Bruit a fait un travail exceptionnel avec des flèches de circulation, station de désinfection avec la ville aussi, la vie citoyenne nous a beaucoup aidés. C'était pas simple, mais tu sais, on a eu comme 600 personnes quand même qui sont venues en une fin de semaine. Plein de spectacles. C'était vraiment chouette. On sentait là, qu'il y avait comme une renaissance. Ça faisait du bien, là, je te mentirais pas, parce que nous, quand on signe pour travailler en culture, surtout avec un service au public, là, on n'est pas dans une dynamique de recherche, de politique, où on est vraiment en service direct à la clientèle avec un musée. Ben, tu sais, on signe pour avoir des gens, pour avoir un musée vivant. Fait que d'avoir un musée vide, des fois, par moment, c'est difficile. Un peu. Ben, tu sais, bon, là, on sentait le musée revivre, puis je dois dire que même si on avait beaucoup concentré nos énergies sur du nouveau développement de contenu, ce que nous a servi aussi le premier confinement à faire, c'est de travailler sur des dossiers sans procrastiner, là. C'est pas ça, c'est parce qu'on n'a pas le temps de les gérer. On est tout le temps, on est une toute petite équipe, fait qu'on y va aux dossiers les plus urgents. On priorise en fonction de l'urgence des dossiers. Fait qu'il y a plein de choses qu'on s'était dit, ça un jour on va le faire. Ça un jour on va y penser, on va le faire. Puis ça arrivait le jour d'y penser et de le faire arrivait jamais. Fait que ça nous a permis ça aussi, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais je dois dire que quand il y a eu la réouverture, on s'est dit, bon, enfin là, on est sur la bonne voie, on va pouvoir faire des petits événements, des visites contrôlées. Puis cet environnement-là de COVID, mais COVID souple, là, nous convenait bien. Puis je dois dire que ça a été la deuxième fermeture. Ça a été un coup de barre. Ça a été un coup de barre pour l'ensemble de l'équipe parce que nous,
dans le fond, on entrait là, dans le mois des Journées de la culture parce que si tu t'as suivi un peu 2020, les Journées de la culture, c'était rendu un mois de la culture. Ouais. Pour permettre justement aux salles, au théâtre de faire des événements puis en ponctuels. Fait, de disperser aussi les gens, pas que ça se passe en un week-end. Aussi. Et voilà. Un tas de gens qui veulent participer. Également. Fait que tu pouvais déployer ta programmation sur un mois, la pensée. Fait que nous, on avait vraiment fait une programmation hyper solide. J'avais une équipe estivale qui avait travaillé que là-dessus. Fait qu'on avait l'espace NSR, qui est l'espace Nous sommes réenchantés, avec tabac pique-nique, œuvres d'art extérieures et tout ça. Puis dans cet espace-là, il y avait une conférence par semaine, un 5 à 7 café avec des dégustations, des thématiques, là, jeux de société, tout ça. On avait des ateliers de savoir-faire, par exemple, avec des teintures naturelles. En tout cas, il y avait plein de choses à raison de 2 activités par semaine pendant tout le mois. Puis la fin de semaine des Journées de la culture, on avait en collaboration avec les promotions du Grand Châteauguay un concert de musique classique le dimanche. On attendait beaucoup de gens. Et on avait le samedi le lancement du concours Châteauguay, le concours photographique Châteauguay, toute une histoire qu'on fait en collaboration avec la vie citoyenne. Alors, le vendredi, là, moi, j'étais à magasiner de l'eau Perrier, des bouchées. Je venais d'aller à la Châteauguoise pour commander mes biscuits. J'étais en train de faire ça quand on m'a appelé pour me dire « On passe en zone rouge, tu me fermes tout ça. » Fait qu'on a tout cancellé. Mais on avait évidemment des coûts d'engagés. On avait surtout des ressources qui avaient travaillé là-dessus pendant toute la saison estivale. Fait que ça a été un gros coup de barre pour l'équipe. Ouais, j'avoue. Un peu démoralisant. Puis je dois dire que... Puis je pense que ça s'est senti au niveau de la population en général. Tu sais, on a senti comme une lueur d'espoir pendant la saison estivale. On s'est dit, bon, on est passé comme au travers. On nous parlait de deuxième vague, mais on se disait, tu sais, me semble qu'on a fait un pas devant, on reculera pas tant derrière, puis finalement, tu sais, avec le confinement de décembre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de gags sur c'est le défi 28 jours là, qui est maintenant peut-être à 150 jours. C'est ça. En tout cas. Ouais. Mais je pense qu'on nous a donné, parce que tu sais, c'est dur aussi. C'est dur pour l'être humain de s'adapter. Je pense qu'on est des êtres adaptables. On peut s'adapter facilement à notre environnement, puis il faut. Autrement, c'est notre survie qui serait en cause. Mais je pense qu'on s'adapte progressivement. Tu sais, de vivre un choc. Tu sais, si on s'imaginait il y a 1 an et demi, 2 ans, faire un bond à ce qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui seraient incapables de supporter cette nouvelle réalité-là parce qu'elle ne se serait pas installée progressivement. Puis je pense que l'approche gouvernementale a été appuyée sur ça, tu sais, de dire on en donne un petit peu à la fois, pas trop pour déstabiliser. Puis il y a beaucoup d'informations qui coulaient aussi dans les médias avant des points de presse. En fait, avant un point de presse, on savait pratiquement tout. C'était le but de qu'on s'y fasse un peu. Il va annoncer ça. Il l'annonçait, ben, c'était moins une surprise. On fait ça avec nos enfants. Tu sais, moi, avec mes enfants, quand ils font quelque chose qu'ils aiment beaucoup, ils jouent dehors, puis je sais qu'il va falloir rentrer bientôt, là, tu sais, 10 minutes avant. Tu sais, dans 10 minutes, on va rentrer. 5 minutes avant, il reste 5 minutes. Ouais, c'est ça. Tu sais, il faut les préparer progressivement. Autrement. On pense que c'est comme un cadeau, là, comme, c'est pas fini, mais un autre 10. Ouais, je t'en donne un 10 de plus, exactement. C'était déjà prévu que c'était... c'est ça, comme un élément de motivation. Là. Non, puis écoute, tu sais, c'est compliqué pour... puis je veux pas bâcher c'est l'anglicisme, le gouvernement, je veux dire, c'est un méchant casse-tête à gérer qu'est-ce qui ferme pas, puis c'est pas ça, mais des fois, c'est que il y a comme un côté un peu hermétique où tu te dis, ben pourquoi certaines décisions, puis on peut critiquer sans le... Moi, j'encourage l'esprit critique. Moi, je pense que d'abord, j'encourage l'esprit critique basé sur les faits, sur de la recherche, sur pas juste une critique libre basée sur une impression ou une impulsion. C'est ça, de l'émotion. Voilà. Mais je veux dire, je pense que grosso modo, il y a quand même, si on regarde l'arc, un bon travail du gouvernement, mais c'est sûr qu'il y a bien des questions là, comme pourquoi avoir fermé les musées quand en plus, musée, bibliothèque, là, ils venaient souvent ensemble les deux, là, puis tu te dis, mais
Mais là, les musées avaient rouvert justement en ayant, on a un groupe à la fois, donc y a-tu réellement c'est vraiment le problème? Bien d'accord avec toi. Puis, tu sais, à ça, j'ajoute aussi également, parce qu'à la limite, qu'on me dise non, on juge que tout lieu où on pourrait encourager la rencontre, le regroupement doit être ultimement fermé. OK, je comprends. Parce que oui, ça se pourrait. C'est quand même un lieu public, même si je suis sur réservation, sans favoriser les attroupements, les regroupements, ça pourrait arriver. Tu sais. Fait que de ce point de vue-là, je le comprends. Ouais. Je dois dire que moi, puis ça, c'est très personnel, mais moi, la difficulté que j'ai eue, puis je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de sorties médiatiques parce que on était un peu entre l'arbre et l'écorce quand on a annoncé la nouvelle réouverture, tu sais, il y a quelques semaines. Ah ouais. Puis je pense que, tu sais, de dire, après avoir fait beaucoup de sorties médiatiques en disant, pourquoi on est fermé, les musées, on a mis en place toutes les mesures nécessaires, on est des lieux sécuritaires, pourquoi? Là, de dire, quand on nous annonce, vous pouvez réouvrir, mais pourquoi maintenant? Ouais. Ça aurait mal passé, puis je peux comprendre. Tu sais, même moi, je me suis gardé une gêne à dire et critiquer sur la place publique. Pourquoi on réouvre? Pas parce que je voulais pas réouvrir, bien au contraire, mais parce que j'aurais aimé que l'annonce se fasse plus conformément ou disons, plus en respect des ressources puis des moyens du milieu. C'est-à-dire que d'annoncer à moins d'une semaine, vous pouvez réouvrir, alors que, tu sais, nous, on a une association nationale, là, la Société des musées du Québec, là, parle régulièrement avec le ministère, avec la santé publique, avec le bureau du premier ministre. Jamais on a eu de son de cloche quant à vous allez ouvrir avant la relâche. Ce qu'on avait vraiment là, comme information là, de coulisses, c'était le premier confinement là, a duré 3 mois. 4 mois, il ne faut pas vous attendre à moins pour ce deuxième confinement-là à partir de décembre. Alors là, tu calcules ça de toutes les façons dont tu peux, mais plus avril, ou du moins après la relâche. C'est ça. Donc, je te dirais là, que grand comme petit musée, on a tout mis en œuvre pour une réouverture après la relâche. Et là, on nous annonce publiquement, en même temps que notre clientèle puis nos citoyens, qu'on peut réouvrir. J'aurais aimé un peu plus d'organisation ou d'organisation des communications quant à la réouverture du musée. J'aurais aimé un peu plus de considération par rapport au milieu parce qu'en moins d'une semaine, là, tu sais, moi, j'ai une petite équipe, là, mais t'imagines un musée comme le Musée d'art contemporain, le Musée des beaux-arts, Pointe-à-Calière, le Musée de la civilisation, c'est des départements, là. Puis là, des départements, il y en a certains qui sont en télétravail, mais il y en a que tu devais rapatrier rapidement, là, dans tes salles d'exposition, si ce n'est que pour faire du dépoussiérage. Elles étaient fermées, les salles. Là. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour réouvrir. Ça ne tient pas en une clé qu'on met dans la porte, puis une clé qu'on remet dans la porte, puis on ouvre. Il y a des considérations à avoir pour le milieu. Puis, moi, j'ai été déçue. Tu sais, pas déçue de l'annonce en tant que telle, mais de la façon dont ça s'est fait. On dirait que c'est comme si on réveillait, puis là, elle relâche. Fait que ça prend des activités pour les familles. Puis là, ouvrez cinéma, ouvrez musée, parce qu'on veut pas que vous alliez à Charlevoix, on veut pas que vous changiez de région, tu sais, pour... Puis, tu sais, en fait, tu sais, la surprise des cinémas, tu sais, je vais prendre, parce que, tu sais, je suis l'actualité comme tout le monde, puis j'ai vu à maintes reprises là, la sortie publique là, que fait Vincent Goudzo. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, sans adhérer à toute sa position, je pense que quand il disait, comment ça, on n'a pas été consulté? Comment ça, on l'a pas vu venir? Là, vous nous annoncez réouverture, vous nous dites sans les concessions alimentaires. Je veux bien, mais nous, c'est une source de revenus qui est non négligeable. En fait, c'est de la rentabilité de toute notre institution qui repose là-dessus. Puis au-delà de ça, c'est que vous pensez faire un bon coup en nous permettant de réouvrir à la relâche, sachant que les jeunes, les familles vont venir le jour, mais avec le couvre-feu, comment on va gérer ça après la relâche? Puis c'était pertinent comme commentaire. Puis moi, j'ai eu exactement la même réflexion avec les musées. Comment on va gérer ça? Tu sais, à moins
moins de 6 jours d'avis, là. Puis dès le lendemain, nous, on avait au musée des gens qui appelaient. Puis la journée où on avait annoncé la réouverture, puis sans que... Puis t'imagines, là, nous, on est un musée local, là. Puis ça minimise pas notre impact, là, sais, au niveau citoyen, social, mais on n'a pas le débit de visiteurs. Non, c'est ça, c'est pas le musée d'art contemporain. Non, c'est ça. Fait que je suis capable de gérer à la pièce, mais la journée même que le gouvernement avait annoncé l'ouverture, j'avais des téléphones. Alors là, vous êtes ouverts, là? Ben non. Ben non, nous, on n'est pas ouverts. On a ouvert une semaine plus tard. Ben oui, c'est ça, mais c'est sûr, parce qu'il comme tu dis, il y a plein de choses. Puis, tu sais, les cinémas, puis probablement des musées, tu sais, peut-être les plus gros, là, qui ont besoin de souvent, des jobs, tu sais, d'étudiants, salaire minimum, des gens à l'accueil. C'est l'autre enjeu, ça. Mais ils sont tous plus là, puis tu fais comme, ben... OK, mais là, j'ai besoin, tu sais, un cinéma a besoin de quelqu'un à l'entrée, c'est ça. Mais là, il est parti faire autre chose parce que ça fait 1 an que le cinéma ou les restos, les affaires, ils sont tous trouvés comme d'autres jobs. Moi, j'ai vu, puis ça, c'est très personnel aussi, mais en parlant avec certains collègues, moi, j'ai vu sur nos ressources humaines à temps partiel, étudiantes, le niveau d'anxiété qui a augmenté. De toute façon, il n'y a pas que moi qui le dis. Là, on voit un paquet d'études qui sortent, qui nous expliquent à quel point le niveau d'angoisse et d'anxiété chez les étudiants avec les études à distance. Puis quand je parle des étudiants, là, on est vraiment dans le post-secondaire, collégial, universitaire. Là, et on l'a vu, cette montée d'anxiété-là. Alors là, de les rapatrier dans les locaux des musées, puis d'évidemment leur demander d'être en contact avec le public, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, puis il faut respecter ça. Ouais. Mais c'est un autre enjeu au niveau des ressources humaines, c'est qu'on fait pas juste gérer des corps de travail. On gère des êtres humains qui ont des peurs et des angoisses par rapport à la pandémie, puis c'est tout à fait normal. Mais ça affecte les équipes, là. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, juste pour le voir, les magasins rouvraient, puis là, je suis allé comme tout le monde, mais j'avais vraiment besoin d'un outil de cuisine. C'était pas du luxe, mais je suis allé. Mais la fille qui travaillait là était seule. Le téléphone sonnait, puis un moment donné, puis là, parce qu'il y avait une limite de 10 personnes dans le magasin. Ouais. Ça a dépassé parce qu'elle n'a pas jeté un œil, mais elle était toute seule à gérer la caisse. Maintenant, on était plus que 10. Là, elle est partie à courir, fermer la porte. Puis là, tu vois qu'elle était sur le gros nerf. Parce que, OK, on rouvre, mais ils n'ont pas d'emploi. Ces jeunes-là, mettons, qui travaillaient à la caisse, ils sont pas là. Fait que là, c'est pas facile de gérer l'être humain dans ses pulsions, puis ses peurs, ses angoisses, puis par moments ses colères aussi, parce que travailler avec le public, c'est aussi ça. Ouais. C'est pas toujours travailler avec des gens super gentils. Tu sais, comme tout le monde, là, je suis sûre, là, on a fait des courses pendant le temps des fêtes parce que justement, on voulait essayer de ventiler en se promettant un beau confinement au moins à la maison, puis en ayant tout ce dont on avait besoin sous la main. Et, tu sais, moi, je suis allée là, dans des grandes surfaces, là, puis je me suis retrouvée avec des gens qui étaient vraiment désagréables autour de moi, là, qui respectaient pas la distanciation, qui étaient en colère après le personnel, on en a tous vu, là. Il y a tous... je vois pas personne autour de moi qui a pas vécu une expérience comme celle-là. Non, c'est ça. Puis on le sent, tu sais. On le sent. Ben, je sais pas pour toi, mais moi, tu sais, on le sent que la mèche est de plus en plus courte. Oui. Il y a cet effet-là. Je pense qu'on est tous un peu... Et j'en suis, là. Oui, c'est ça, moi aussi. Là, totalement. Tu sens que tout le monde est un peu tout le temps sur le bord de craquer. De craquer, c'est ça. On est tous là. C'est ça. Fait que les gens, soyez gentils avec le monde travaille dans les places publiques parce que ça se peut que ça craque un moment donné. Ben oui, puis tu sais, on parle beaucoup de... on a parlé de se réinventer. Bon, allons-y dans les termes à la mode. Parlons donc de bienveillance. Hein. Oui. Ça en est un autre. Puis tu sais, on peut pas, il y a personne qui est contre la vertu, là. On peut pas ne pas adhérer au principe de bienveillance. Mais la bienveillance, c'est pas juste un concept. C'est des actions à mettre en œuvre aussi. Alors, tu sais, on peut bien dire là, qu'on est tout à fait en accord avec la philosophie d'être bienveillant à l'égard des gens qui nous entourent. Mais si, dans le réel, on pose pas des actions
qui vont en ce sens-là, ça sert à rien. Ça reste une utopie qui est pas applicable, tu sais. Puis est-ce que ça s'est tant appliqué autour de nous? Je le sais pas. Je le sais pas parce que c'est ça, on est tous grandement éprouvés dans les circonstances. Puis tu sais, tu l'as dit, on est tous sur le point, toujours à deux doigts de craquer, tu sais. Puis on s'en rend pas toujours compte. Non, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai des enfants, puis je me rends compte, mon Dieu, c'est ça, j'ai la mèche courte, je suis pas mal moins patiente, puis moins tolérante vis-à-vis, tu sais, je le sais qu'on peut pas être un maximum d'efficacité dans les circonstances, mais je suis quelqu'un qui aime que les choses soient vraiment bien faites, bien organisées. Puis je me dis, ben il y a tellement de variables qu'on contrôle pas actuellement que celles qu'on est capable de contrôler, je m'attends beaucoup déjà. Tu sais, que ça ce soit là, mais tu sais, vraiment super, ultra en possession, là, tu sais, puis des fois, j'ai la mèche courte par rapport à ça. Je le sais, là, puis regarde, qu'est-ce que tu veux, on est tous humains, là, puis la meilleure façon de revenir en arrière, parfois, quand on a des écarts, c'est toujours bien de s'excuser. Fait que, ben, quand je vois que j'ai craqué, j'ai dépassé la ligne, ben, tu sais, je m'excuse, puis je comprends aussi qu'il y a des gens, par moment, qui se sentent implosés, là, tu sais, puis que là, à un moment donné, ça finit par sortir, là. Oui, c'est ça. C'est de trouver la motivation aussi, on dirait. Là, mais moi, déjà, en partant, je sais pas, quelqu'un, l'hiver m'affecte beaucoup. Et là, cet hiver-ci, ça me paye parce que tu fais... Puis on le savait, là, parce que cet été, on se disait... Tu sais, encore une fois, là, avec l'ensemble de mon entourage, quand on se voyait, qu'on se parlait, parce que, bon, on avait le droit quand même de se voir dehors, c'était le fun. Ben, quand on avait l'occasion de le faire, ben, tu sais, on se disait, hey, deuxième vague, hein, il en parle. On savait pas vraiment de quoi ça retournerait, mais on n'arrêtait pas de se dire, mais s'il avait fallu que le premier confinement soit dans la saison hivernale, tu sais, le fait qu'on s'en allait vers le printemps puis l'été, on dirait que c'était comme motivant dans la première édition du confinement. Là, c'est plus dur parce que, comme tu dis, la saison porte moins à la gaieté et à l'esprit jovial. Tu sais, on est comme plus reclus déjà. Puis ben, tu sais, c'est l'idée de... tu sais, cet été, ben, moi, j'habite Montréal, fait qu'on a investissé les parcs. Puis tu sais, juste, tu pouvais, mettons, t'asseoir, on amenait des chaises de camping, puis tu t'assois, puis tu fais... Tu sais, il fait chaud, tu jases longtemps, mais là, mettons, là, on peut se revoir, tu sais, dehors, des petits groupes, mais, tu sais, être dehors, à juste jaser, maintenant, il fait froid, là, même ta boîte habillée, c'est juste comme... Je confirme. Tout est comme moins fun, facile, moins fun. Oui, je suis tout à fait d'accord. La saison était facilitante pour vivre de la distanciation puis du confinement. Là, dans les circonstances, c'est comme un défi supplémentaire. Tu sais, c'est comme de monter l'Everest, mais avec des températures vraiment, vraiment froides, puis le vent... tu sais, d'en face au lieu dans le dos. Tu sais, c'est comme... ça rend l'expérience encore comme une petite coche plus difficile. Je voulais revenir, en fait, parce que là, on a parlé du musée, d'en fait... d'essayer de se réinventer, de faire, mais concrètement, est-ce qu'il y a des trucs que vous avez fait virtuellement? Comment vous avez réussi justement à rester? Ben, tu sais, c'est sûr à la hauteur de nos moyens, ce qui est pas, tu sais, on n'a pas chez nous une équipe complète qui peut gérer à la fois le numérique, les réseaux sociaux et tout ça. Ça c'est. Puis on a besoin, tu sais, n'importe quelle entreprise maintenant a besoin de ça. Une entreprise qui a tu sais, des services publics ou, tu sais, il y a de la gestion. Il y a de la gestion sur le numérique. C'est pas juste d'implanter des outils, c'est après ça de les modérer, puis de faire de la surveillance. C'est gros, là. C'est une grosse bête. Ça permet plein de choses le fun, mais c'est une grosse bête quand même. C'est extrêmement demandant. C'est extrêmement demandant, puis ça demande des expertises aussi pointues, tu sais, parce que si ce n'est que juste au niveau de la technologie, ça va tellement vite qu'on est rapidement... Tu sais, même si tu as suivi un petit peu de formation continue, là, tu es comme rapidement dépassé. Tout à fait. Ça te prend une expertise pointue. Alors, je te dirais que nous, on sait beaucoup... Tu sais, on a fait comme une petite politique de gestion des réseaux sociaux pendant la crise. Puis, on s'est fait des calendriers de publication.
Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé en ligne du nouveau contenu qu'on n'avait pas nécessairement en offre en présentiel au musée. Fait que, par exemple, on a fait des chroniques historiques en lien avec l'actualité. On a une nouvelle chronique, par exemple, qui est publiée à chaque semaine sur un mois. Ça s'appelle « Les historiens discutent ». Bon, ben ça, on demande à un historien d'une cohorte de recherche de se pencher sur un sujet d'actualité. Par exemple, la première, c'est des entrevues papier, mais qu'on publie sur les réseaux sociaux à raison d'une partie de 4, par exemple, à chaque semaine. Et la première chronique, c'était sur les parcs et les espaces publics. Parce que là, on voyait, évidemment, on investissait cet espace-là. Donc, comment ça fonctionne? Comment on gère ça? Fait que c'était quelqu'un qui était spécialisé là-dedans. Donc, ça, c'est une nouvelle chronique qu'on a créée pour donner la parole aussi aux chercheurs. Parce qu'on trouvait ça intéressant. Donc, souvent, c'est des jeunes historiens qui ont ça comme sujet de maîtrise. Ou qui sont au doctorat puis qui sont en plein là, dans leur recherche. Fait qu'on je pense que c'est du gagnant-gagnant. Là. Eux, d'une part, ils font une publication de leur recherche qui est important dans le processus de diplomation. Puis nous, d'autre part, ça nous fait du contenu ultra intéressant pour les gens qui nous suivent. Donc, on avait ça. On avait aussi, d'un point de vue clientèle familiale, nous, on fait beaucoup la valorisation du patrimoine immatériel et des savoir-faire. Donc, on avait des ateliers de savoir-faire. Il y en a eu beaucoup, mais tu sais, il y en a, tant qu'à moi, il n'y en a jamais assez parce que comme famille, on cherche toujours des activités. Puis des fois, tu en prends une là, des fois là. Ça dépend, ça dépend le moment où tu la vois passer. Donc, sur principalement Facebook, YouTube, on mettait des petits do it yourself. Là, fais-le faire soi-même. C'est juste donner des idées plus concrètement. C'est quoi des idées de trucs de par savoir-faire? exemple, on a fait des tricotins, comment faire du tricot à la maison de façon simple avec les enfants pour faire vraiment un produit X. Il y avait aussi des produits naturels parce que, nous, au musée, on a un jardin. Donc, comment faire un baume pour les lèvres avec un beurre de karité qu'on peut acheter en ligne et avec des essences naturelles. Comment faire, par exemple, un herbier, comment préparer le printemps là, qui arrive, puis se préparer un herbier, donc dans lequel on va faire un peu comme des planches de botanique, on va présenter des plantes du jardin, les plantes indigènes au Québec, ce sont lesquelles. On faisait aussi un portrait de plantes indigènes. Donc, par exemple, on va présenter une journée la guimauve. Qu'est-ce que la guimauve, à quoi ça servait pour nos ancêtres? Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on parsemait dans nos visites commentées, pour lesquelles on faisait des fois des événements, des ateliers, mais qu'on s'est mis à développer plus en profondeur, puis pour lesquels on a fait des chroniques beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis on a développé aussi une offre de conférences en ligne. Donc, tu sais, c'est des conférences à raison d'une fois par mois. Là aussi, c'est des cohortes d'historiens qui nous présentent le fruit de leur recherche. C'est vraiment basé sur leur recherche. C'est pas tant commandé. Non, c'est vraiment basé sur leur recherche, mais on essaie de choisir en lien avec soit les thématiques des fois, par exemple des fêtes. On a quelqu'un qui est spécialisé en tradition et folklore. Ben, par exemple, on a fait une conférence avant la période des fêtes sur les traditions des fêtes. Ça, c'est un exemple. Mais ça peut être en lien aussi, ça peut être comment dire, développé en fonction des recherches qu'on trouve intéressantes, ou soit développé en fonction d'une thématique qu'on associe à l'actualité. Mais ça peut être l'un ou l'autre. Puis ça, c'est à raison d'une fois par mois. C'est diffusé, c'est offert. Et ça, c'est ça. Ça, c'est l'autre enjeu, c'est que tout ça est offert gratuitement. Donc, c'est c'est une petite équipe, une grosse tâche de développement de nouveaux contenus. Offert gratuitement parce qu'on est un musée de société. Donc, pour nous, l'enjeu en ces temps de pandémie, c'était la consommation de la culture, mais accessible. Et on l'a rendu accessible par la gratuité en offrant tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu aussi de revenu autonome. Parce que là, il y a absence de revenu autonome. Fait que principalement, les revenus pour beaucoup de musées passent par la mission éducative, les écoles. Les écoles qui viennent. Mais là, tu sais, ai-je besoin de dire que c'est pas facile actuellement non plus avec les écoles? Fait qu'on essaie de tirer notre épingle du jeu. Mais on est en train de développer là vraiment des offres de services virtuels, numériques,
pour les écoles, mais des offres payantes. Ouais. Fait que ça, on fait ça aussi en parallèle, mais on tenait, en tout cas moi chez nous, je tenais à ce que le musée offre gratuitement. Il y avait un volet gratuit. Oui, c'est ça, parce que pour moi, c'est comme un effort de guerre. Ouais. Parce que c'est ça, ça m'amène un peu, on peut parler de justement l'accessibilité à la culture, à l'histoire. Ça, c'est un méchant casse-tête. Parce que c'est souvent mis de côté ou pas tant valorisé dans le grand ordre des choses de la vie. Mais comment tu qualifierais ça? En fait, la culture et l'histoire, je ne sais pas si tu mets ça va ensemble. Mais... Par mon profil, là, moi, quand je parle d'histoire, je parle de culture. Quand je parle de culture, je suis inclusive de l'histoire du patrimoine. Parce que, tu sais, moi, j'ai une formation, j'ai pas une formation... Est-ce qu'il y a vraiment des formations typiques en culture? Ça, c'est une autre question sur laquelle on pourrait cheminer. Mais j'ai une formation atypique pour me retrouver comme gestionnaire culturel. Mais qui s'explique là, quand même. C'est pas complètement tomber des nues. Là. Mais tu sais, j'ai une formation, moi, comme en art visuel et médiatique, comme praticienne. OK? Mais c'est sûr que ma formation, elle a été grandement teintée de nombreux cours en histoire de l'art, par exemple, ou en sémantique. Donc, bon. Et après ça, j'ai fait une formation aussi comme designer en métier d'art. Donc, j'ai une formation de designer textile en métier d'art. Donc, d'où aussi l'intérêt pour les savoir-faire et tout ça. C'est ça. C'est sûr qu'en étudiant en métier d'art, à partir du moment où tu étudies en métier d'art, parce que les débouchés sont pas nombreux, on t'enseigne à devenir entrepreneur. Ouais. Dans le fond. Puis ça, c'est quand même intéressant parce que c'est une formation technique qui te donne vraiment les outils pour démarrer une entreprise. Donc, tu sais, benchmarking, comptabilité, développement d'images de marque pour ne pas prendre l'anglicisme. Tu sais, et ça, par contre, dans une formation universitaire, tu ne vois pas ça. Pas dans une formation comme j'ai eu même en histoire de l'art, parce qu'il y a beaucoup de directions de musées qui sont issues de cohortes de la maîtrise en histoire de l'art et c'est très bien aussi parce que ça nous donne un tour d'horizon, je pense, assez vaste qui nous permet aussi de se positionner par rapport à la qualité puis au professionnalisme de la culture. Mais dans mon cas, c'est un peu le parcours, si bien que j'ai développé des outils comme gestionnaire avec ma formation technique. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvée, en tout cas, de fil en aiguille, parce que j'ai travaillé aussi en communication, en scénographie, puis tout ça. Mais de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans le milieu muséal, que j'affectionne particulièrement. Puis pour moi, comme j'ai une formation de praticienne en art, comme j'ai étudié en métier d'art, comme j'ai un attachement particulier à notre patrimoine et que j'ai une formation aussi de surcroît en histoire de l'art avec ma formation préuniversitaire. Pour moi, c'est très, très... moi, j'englobe tout ça. C'est sûr qu'il y a des secteurs, des disciplines que je connais moins. Tu sais, en art de la scène, j'y ai touché de près, de loin, mais jamais de façon très professionnelle, plutôt amateur, mais j'ai fait du théâtre, Mais même si je connais moins ces disciplines-là, je les considère toujours dans ma conception de ce qu'est la culture. Tu sais. Puis, pour revenir à ta question, tu sais, on en est où vraiment par rapport à la valeur de la culture dans notre collectivité? Je dois dire que j'ai pas de réponse. Non, mais j'ai pas de réponse. Je savais qu'en lançant, mais j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions parce que, tu vois, même moi, récemment, je lisais un ouvrage sur le sens. Donc, c'est où est le sens? Où est le sens dans nos vies? Parce que, tu sais, en soi, pour sentir que ton existence a un poids, il faut qu'elle ait un sens. Ouais. Et il faut qu'il y ait comme un objectif à tout ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'âmes, et là, j'en parle pas d'un point de vue spirituel, là, mais je pense qu'il y a beaucoup d'êtres humains errants
parce qu'ils ne trouvent pas le sens. Puis je pense que jusque dans une certaine mesure, la religion, à une certaine époque, a comblé ce vide-là. Ouais. Là, maintenant, il y a comme des fois, puis c'est pas que, je prône pas de revenir à une pratique ferme de la religion, mais pas du tout. Mais tu sais, au concept du questionnement de la spiritualité, du fait de se questionner sur, c'est ça, c'est quoi, où je me situe, moi, par rapport à l'ensemble des gens qui m'entourent. Puis ma contribution, je la veux comment? Ouais. Parce que, tu sais, là, on va tomber vraiment dans la grande spiritualité, mais tu sais, c'est un passage, là, on le sait, là, il y a une fin à ça. Je veux dire, je ne l'annonce pas à personne. En tout cas, si je te l'annonce, j'espère pas trop te déstabiliser. Non, c'est correct. Il y a une fin à ça. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que dans la perspective que ça va se terminer, j'ai envie que mon passage, il soit significatif. Ouais. Puis, c'est là qu'on arrive à toute la question du sens. Tu sais. Puis, par rapport à la culture, moi, j'ai toujours été convaincue, et encore aujourd'hui, que la culture au sens large, là, ça permet de donner toute sa couleur à une identité. Ça permet de créer un sens aux choses. Ouais. Puis, j'en ai toujours été convaincue. Mais je dois dire que là, les temps de pandémie m'ont remis beaucoup les choses en perspective. Tu sais, on nous a fait comprendre par, évidemment, les mesures, que la culture n'était pas quelque chose d'essentiel. Hein? On a beaucoup entendu service essentiel et tout ça, puis on nous a fait comprendre que c'était pas essentiel. Moi, j'ai toujours eu l'impression, puis encore aujourd'hui, je le répète, que l'art, la culture, l'histoire, ça peut changer quelqu'un, ça peut changer les choses, ça peut rendre bien meilleure une existence. Ouais. Ça ne veut pas dire que, c'est pas dans ma pyramide de Maslow, là, je comprends là, que ça ne fait pas partie des besoins essentiels. Je comprends que si j'ai pas de culture une journée, je vais survivre. Mais la culture, ça nous entoure. Si on regarde ça vraiment de manière, le design des objets, c'est tout. Fait, mais j'ai l'impression, puis là, peut-être que je dévie, mais il y a l'idée aussi que, parce que tu as parlé de religion, mais ça faisait comme une idée de lieu commun, puis, tu sais, je veux pas nécessairement parler de culture de masse, mais tu sais, il y a quand même cet effet-là de, tu sais, quand moi j'étais jeune, la petite vie, mais on dirait que tout le monde écoutait ça. Ouais. On peut débattre, peu importe, mais tu sais, il y avait quelque chose quelque chose qui unit, qu'on sent comme. Puis là, aujourd'hui, avec les plateformes qui se multiplient, avec l'accès à tout et à rien, on dirait que tout le monde se divise. Puis là, on est beaucoup. Mettons, je parle de télé, je connais ça, mais t'as-tu vu ça? Ah non, j'ai pas vu ça. T'as-tu vu ça? C'est vrai. Il y a comme plus de lieu commun. C'est vrai, c'est intéressant comme réflexion parce que là, tout est fragmenté. C'est ça, on est dissipé. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on se retrouve pas dans un lieu commun. Oui, c'est ça. Parce qu'on a tous, peut-être pas tous, mais en tout cas, toi, t'as quel âge? J'ai 35, je vais avoir 36. Ah, OK, c'est ça. T'es un petit peu plus jeune que moi, mais tu te souviens peut-être de Jean-Marc Parent et le flash des lumières. Oui, je l'ai fait. Mais c'est ça. Puis, tu sais, quand on y pense, c'est banal. C'est banal. Mais quand on creuse, puis on va derrière le geste, là, il y avait quelque chose, il y avait comme une volonté des gens d'appartenir à quelque chose de grand, à quelque chose, à un mouvement, tu sais. Puis, c'est sûr que j'avoue que cette adhésion-là à la collectivité, on l'en sent peut-être moins actuellement parce qu'il y a de l'offre partout, puis les gens... Et c'est quand même intéressant parce que les gens, ils vont... Tu sais, il y a comme un côté... Il y a deux côtés à une médaille. Puis mon affaire, c'était pas comme il faut qu'on ait un truc de masse, qu'on soit juste là-dessus, mais c'est que des fois, c'est que ça peut être un véhicule à... amener d'autres choses, tu sais. Absolument. Mais d'au moins sentir cet effet-là de collectif, puis après ça, on peut essayer de greffer des trucs plus marginaux là-dedans, absolument. Plus pointus. Oui, puis tu sais, moi, parce que, bon, encore une fois, là, je pense qu'on va bifurquer, mais c'est pas grave. Parce que je trouve ça intéressant de parler de la culture un peu plus fermée, la culture de peut-être l'avant-garde par moment, la culture des fois peut-être plus élitiste, puis la culture de masse. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant là, parce que ce qui revient souvent, tu sais, pour avoir eu là, je te dirais que ma pratique comme artiste est assez sur la glace avec la muséologie, la famille et tout ça. Mais tu sais, j'ai déjà eu un rapport à la collectivité
qui recevaient mon travail, pas facile, tu sais, parce que on me disait, je comprends rien de ce que tu fais. Ouais. Tu sais, on va parler pour les arts visuels. On va aller vraiment dans les arts visuels, mais tu sais, en art de la scène, c'est la même chose. Ouais, du théâtre d'auteur, en cinéma, c'est la même chose. Donc, tu sais, des gens qui questionnent, puis c'est correct de questionner, mais de dire, tu sais, moi, je comprends pas ce que tu fais, puis je vois pas comment on peut considérer ça de l'art ou de la culture, tu sais. Puis c'est une position qui se vaut, hein. Puis moi, je pense que... Puis ça, j'en ai souvent parlé avec les gens de ma communauté de pratique. Tu sais, moi, ce que je disais, parce qu'il y en a qui sont très rigides, hein? Il y a des puristes qui sont plus rigides. C'est la même chose en art vivant, là, tu sais, qui disent, tu sais, moi, je vais pas me travestir, là. Je vais pas faire quelque chose qui convient à monsieur, madame, tout le monde, parce que moi, je suis dans un processus de recherche, j'ai une démarche artistique qui est bien plus poussée, puis je m'associe plus au corpus de recherche, puis d'avant-garde dans mon secteur qu'à la culture de masse. Et c'est très correct. Mais on peut pas nier l'existence de la culture de masse, puis on peut pas ne pas l'encourager non plus, parce que des fois, c'est la porte d'entrée. Tu sais, moi, je donnais toujours comme exemple la personne qui comprend pas ce que je fais parce que c'est associé davantage à un art plus conceptuel. Avant d'arriver là, tu sais, c'est un escalier, là. Elle va pas faire un bond puis partir de j'ai vu une nature morte avec des pommes, puis j'ai trouvé ça beau. Puis demain, je vais voir une performance où la personne fait semblant de se mutiler, puis je vais trouver ça bon. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un long chemin d'éducation. C'est la même chose en muséologie. Tu sais, quand on donne à réfléchir avec de la matière historique ou patrimoniale, on leur jette pas d'un coup une matière hyper complexe et très, nuancée. On va y aller, pas que ce sera pas nuancé, mais on va y aller avec quelque chose de plus digestible, accessible, puis tranquillement, on va monter une marche à la fois. Donc, moi, que les gens s'intéressent à des symposiums d'art où on présente un travail qui est davantage ancré dans l'art artisanal ou l'art paysager, animalier, c'est bien correct parce que je me dis les gens qui vont commencer à aimer ça, un jour, ils vont peut-être monter une marche à la fois puis se rendre à quelque chose d'un peu plus champ gauche. Avant-gardiste. C'est ça, mais c'est comme tout est lié aussi avec l'éducation, en fait. C'est ça, tu sais, des fois, comme c'est bien qu'il y ait des artistes qui poussent en haut, mais des fois, il ne faut pas oublier qu'il faut les amener tranquillement à découvrir et à avoir une curiosité, parce que c'est ça, c'est pas quelqu'un fait « je comprends pas », puis il y a tout à fait le droit, mais en même temps, c'est de dire c'est pas de l'art, mais tu sais... Parce qu'on en a vu là, des œuvres d'art public, hein? Qui ont été comme livrées. Puis on en a vu là, des tollés sur la place publique qui disent « mais c'est quoi cette affaire-là? » Vous payez ça avec mes taxes. Tu sais, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Là. J'ai entendu, je nommerai pas les personnes, mais j'étais dans un endroit public et le maire, à ce moment-là, il me dit filmez pas ça, c'est pas beau. Tu sais, c'était le 1% du building. Mais moi puis le journaliste à l'époque, on n'a pas parti un gros débat, mais on a juste dit, tu sais, si tu t'étais impliqué dans le comité, tu aurais peut-être poussé vers quelque chose qui te plaisait, mais qui... Là, tu as juste fait toi, whatever, puis il y a un comité, puis finalement, mais je trouve ça pas se voit beau. tellement souvent, ce genre de situation-là. Tu sais, la politique de 1%, là, moi, je peux pas ne pas être favorable à ça, là, ça va de soi, là. Mais je pense qu'en amont, il devrait y avoir une éducation qui nous permette d'avoir un sens critique par rapport à ce qu'on nous propose. De pas juste dire, esthétiquement, j'aime pas, ou je comprends pas, fait que c'est pas bon. Puis je pense que, puis tu sais, c'est pas un jugement vis-à-vis les enseignants. En fait, là, ce que je fais, c'est pas un jugement vis-à-vis qui que ce soit. Je tiens à le dire, tu sais, je juge pas la personne qui va dire, c'est pas beau, j'aime pas ça. Et je juge pas non plus l'enseignant qui parle pas d'art public, par exemple, dans ses cours. Mais on a une responsabilité.
On a une responsabilité comme collectivité de vouloir donner le plus d'outils à nos petits-enfants là, qui grandissent tranquillement pour leur donner un maximum de moyens pour être capable d'analyser l'environnement qui les entoure. Il faut leur donner ces outils-là. Puis je trouve malheureusement qu'avec le programme que l'on a actuellement, on est beaucoup dans les apprentissages magistraux, tu sais, avec les mathématiques, le français, et tu sais, j'y crois aussi, mais je pense qu'il devrait y avoir des cours d'éducation à la vie citoyenne. Je pense qu'il devrait y avoir des cours d'art plastique où on parle davantage, non pas juste de la pratique, mais également de l'histoire, de l'art. Ça devrait faire partie du programme aussi. Puis en même temps, je suis pas une spécialiste du programme. Il y a peut-être des profs qui vont lever la main en disant non, c'est obligé dans le programme. Moi, je vous parle de mon expérience sur le terrain. Ce que j'en vois, là, puis j'ai des enfants à l'école. Ce que j'en vois, c'est que les apprentissages sont minimes, mais vraiment là, au minimum. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas besoin de te pousser l'histoire de l'art, mais juste déjà à la base, même pour un enfant, d'apprendre les hommes des cavernes, juste les traces de main, il y a quelque chose déjà de... Absolument. De magique, de faire... on avait un besoin de laisser une trace. Voilà. Puis de laisser ça germer. T'sais. Absolument. Puis, tu sais, c'est complet. Puis, moi, j'ai envie aussi de spécifier que le domaine de l'art, là, il est complexe. Je me souviens avoir lu un article qui expliquait le domaine de l'art versus, par exemple, le domaine de la science, où il y a des changements de paradigme. Par exemple, là, je vais y aller très, très de base. Là, la journée où on annonce que la Terre est ronde est plus plate. Parce que est ronde. Donc, la nouvelle information va rayer l'ancien paradigme qui disait que la Terre était plate. Donc, ça, c'est logique parce que c'est une nouvelle information scientifique qui ne confirme pas la première, mais qui en infirme une autre. C'est bon. En art, ça ne marche pas tout comme ça. Là. En art, les premières traces, tu l'as dit, c'était dans les grottes. Et ça s'est ajouté ensuite à l'Antiquité. Ça s'est ajouté à la Renaissance. Ça s'est ajouté... Et là, à chaque période d'histoire de l'art, il n'y a pas une abnégation puis un retrait de tous les principes fondateurs de l'art qui précèdent. Il y a une addition. Oui, c'est ça. Fait que là, après ça, là, quand tu arrives aujourd'hui, là, puis que tu as des mouvements du 20e siècle, comme le cubisme, le surréalisme, et que tu ajoutes ça à toutes les grandes époques et les grands mouvements, comme je le disais, de la Renaissance, du Moyen-Âge, de l'Antiquité, des premières formes d'art, tabarnouche. Il y en a des possibilités, là. Fait que oui, tu peux te retrouver avec un artiste qui fait des trucs naïfs et ça se vaut. Puis tu peux te retrouver aussi avec un artiste qui est complètement déjanté puis qui s'inspire de l'époque surréaliste ou encore qui a transposé ça dans une dynamique, c'est ça, de performance. Parce que là, que tout le monde connaît, tu sais. Oui, c'est ça. Tu te rends compte que... C'est difficile à digérer tout ça. Là. Pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, quand tu regardes la pléiade de possibilités là, qui s'offrent en art, il y a un bon paquet de choses que tu ne comprends pas. Puis tu te dis, c'est comment peut... En fait, c'est ça. C'est comment peut coexister à la fois je sais pas moi, une nature morte hyper réaliste et une personne qui, pendant 24 heures, mange du pain nu dans une salle. Comment ça peut coexister dans une même discipline? C'est ça. Écoute, c'est quelque chose. Fait que je peux pas blâmer qui que ce soit de pas comprendre. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que notre système d'éducation puis le cheminement des générations qui s'en viennent soit sous-jacent à une stimulation de la curiosité. Tu comprends pas, ça se peut. Ça se peut très bien, puis ça s'explique. Mais moi, je veux juste sentir que tu as envie peut-être de comprendre, par exemple. C'est ça. Mais je pense que ça finit bien. Oui, ça clôt. Ça va falloir finir là-dessus. OK, super. Mais en même temps, en espérant aussi que la Maison Le Pailleur et votre travail aussi pourrait aider dans
justement dans l'éducation. Là, c'est un peu ça aussi. Là, c'est ce qui fait, c'est ce qui m'anime. Oui, c'est ce qui m'anime. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, même si j'ai une formation qui est davantage liée aux arts visuels puis au métier d'art, moi, j'ai un amour propre. Puis c'est lié de toute façon à l'histoire. Fait que j'ai un amour profond du patrimoine, de l'histoire. Mais je pense que ce qui m'anime, c'est tout le moteur de l'éducation. C'est justement de parler avec les gens puis d'amener chaque personne à cheminer dans une pensée. Je suis pas une coach personnelle, là. Appelez-moi pas, là, je vais pas vous aider. Mais je pense que le musée sert à ça. Ouais. Je pense que l'institution culturelle, elle sert à ça. Et voilà, on espère que ça ne refermera plus, qu'on va... S'il vous plaît. On va se souhaiter pas de troisième vague. Non. C'est ça. Un musée vivant. Oui, un musée vivant. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir.